Voici la deuxième capsule d'information concernant la transformation du don de sang. Lorsque on va donner du sang chez Héma-Québec, notre don est tout de suite acheminé vers les laboratoires d'Héma-Québec qui se situent à Montréal et à Québec. Il y a 2 centres permanents Héma-Québec. Ce sont des technologistes médicaux dans les laboratoires qui effectuent toutes les analyses pour s'assurer que les dons de sang sont bel et bien sécuritaires pour transfusion. Alors, c'est une belle perspective d'emploi pour vous si jamais ça vous intéresse de travailler dans les laboratoires d'Héma-Québec. Sur tous les dons de sang, il y a des tests immunohématologiques qui sont effectués, dont le groupage ABO sérique et globulaire, le groupage RH incluant le RH faible ou le DU communément appelé. C'est très important de déterminer la présence d'un D faible chez un donneur de sang parce que cette personne-là va être déterminée RH positif comme donneur, étant donné que les globules rouges RH faibles peuvent susciter la production d'anticorps anti-RH chez le receveur de sang. Une analyse de recherche d'anticorps irréguliers est aussi effectuée et si jamais c'est positif, l'anticorps est à ce moment-là identifié et les résultats sont communiqués au médecin traitant du donneur de sang. Au niveau des maladies transmissibles, les maladies infectieuses, il y a des tests de dépistage qui sont effectués sur tous les dons. Vous trouvez ce tableau-là dans la notice d'accompagnement d'Héma-Québec. On recherche la présence du virus de l'hépatite B, le VIH, l'hépatite C, le HTLV pour Human T Lymphocyte Virus, la syphilis, le CMV, le VNO, virus du Nil occidental, et aussi l'agent causal de la maladie de Chagas. Sur les produits qui sont conservés à la température pièce, il y a une analyse supplémentaire qui est effectuée, une culture microbiologique, c'est-à-dire pour les plaquettes et les granulocytes. Pour tous les produits conservés à 4 degrés Celsius ou congelés, il n'y a pas de culture microbiologique qui est faite. Si jamais le test de dépistage sort positif, le test va être recommencé pour confirmer une deuxième fois et ensuite, le donneur de sang va être informé du résultat par son médecin traitant et tous les produits provenant de ce donneur-là vont être retirés de la circulation et détruits. Alors, à partir d'un seul don de sang total, on peut produire plusieurs produits sanguins labiles ou PSL et aussi des produits sanguins stables, PSS. Alors, au niveau des produits sanguins labiles, on peut retirer un culot globulaire, c'est-à-dire un concentré de globules rouges, du plasma, un concentré plaquettaire, et à partir du plasma, on peut produire des cryoprécipités et un surnageant de cryoprécipités. Le cryoprécipité est produit en congelant et en décongelant le plasma à froid. À ce moment-là, le fibrinogène et le facteur 13 précipitent légèrement et on peut centrifuger le produit pour séparer le cryoprécipité du surnageant de cryoprécipité. Chacun a des valeurs thérapeutiques assez spécifiques et vous allez devoir travailler sur votre tableau résumé et en vérifiant dans votre notice d'accompagnement, vous allez trouver à quoi servent chacun de ces produits-là. Au niveau des produits sanguins stables, ils sont fractionnés à partir du plasma et on peut fractionner de l'albumine, des facteurs de coagulation et aussi des immunoglobulines. Alors, il y a beaucoup de produits différents qui peuvent être produits à partir d'un don de sang total et c'est vraiment Héma-Québec qui va choisir quels produits vont être faits à partir d'un don en fonction des besoins au moment du don. Pour la conservation des produits sanguins labiles, premièrement, le plastique utilisé pour fabriquer les poches, c'est un plastique spécial du chlorure de polyvinyle qui va assurer les échanges gazeux avec le milieu extracellulaire et augmenter la durée de vie des cellules. Tous les produits sanguins labiles sont aussi déleucocytés par filtration, partiellement déleucocytés par filtration au laboratoire d'Héma-Québec.
Au moment du prélèvement, le sang est anticoagulé par une solution citratée, puis nous allons voir dans les diapositives qui s'en viennent qu'il y a différents types d'anticoagulants qui peuvent être utilisés. Et finalement, pour les globules rouges, il va y avoir une solution nutritive qui va être ajoutée au culot globulaire pour augmenter la durée de vie des globules rouges. Les anticoagulants qui ont été utilisés ou qui peuvent être utilisés sont les suivants. Premièrement, l'ACDA, acide citrique citrate dextrose, était l'anticoagulant utilisé au tout début des sciences transfusionnelles, au début du 20e siècle. Et ça permet une survie des globules rouges pour 21 jours à 4 degrés Celsius, ce qui n'est pas beaucoup. Et on a développé des meilleurs produits au cours des années pour avoir une meilleure survie des globules rouges. Ensuite, le CPD, citrate phosphate dextrose, qui va permettre une survie de 28 jours des globules rouges. Le CPDA1, qui a été beaucoup utilisé jusque dans les dernières, jusque récemment en fait, citrate phosphate dextrose adénine, qui permet une survie des globules rouges de 35 jours. Et présentement, ce qui est beaucoup utilisé, c'est le CPD2, 2D par contre, citrate phosphate dextrose double dose. Tout seul, ça permet une survie de 21 jours des globules rouges, mais lorsque on ajoute la solution nutritive AS3, aussi appelée le Nutricel, on va aller chercher une survie de 42 jours des globules rouges à 4 degrés Celsius. Et c'est la combinaison de produits qui est utilisée pour tous les culots globulaires au Québec présentement. Dans le reste du Canada, la Société canadienne du sang utilise une autre formule. Ils utilisent le CPD ajouté de SAGM, qui est une solution nutritive semblable à la S3, et ils vont aussi chercher une survie de 42 jours au niveau des globules rouges. Alors, c'est les deux types de combinaisons d'anticoagulants et de solutions nutritives que vous allez rencontrer dans les laboratoires, principalement le CP2D AS3. Et ça se pourrait aussi que vous rencontriez un petit peu le CPDA1, étant donné qu'il a été beaucoup utilisé il y a quelques années, avant de développer la solution d'AS3. Et puis, il est utilisé aussi pour les dons de sang total au niveau des dons autologues parce que l'AS3 est un produit toxique pour les plaquettes. Donc, dans un sang total, on ne peut pas faire l'ajout d'AS3. Et vous rencontrez aussi le CPDA1 sur les globules rouges qui ont été congelés depuis plusieurs années. On peut faire une cryopréservation des globules rouges avec un cryoprotecteur qui est le glycérol pour congeler des culots globulaires de phénotype très rare. Et c'est bon pour une période de 10 ans à moins 80 degrés Celsius. Donc, ces produits-là sont souvent prélevés sur ont été prélevés sur CPDA1. Pour faire une comparaison un petit peu des deux produits utilisés par Héma-Québec, le CPDA1 est un anticoagulant qui est présent à un volume de 63 ml dans la poche utilisée pour recueillir le sang total. Et ça crée un hématocrite final au niveau du culot globulaire de 0,80 litres par litre. Le CP2D, est aussi employé à un volume de 63 ml, mais on additionne un 100 ml supplémentaire d'AS3, ce qui fait un total de 163 ml de solution de conservation dans la poche de départ où on effectue le prélèvement de sang. Et ça fait que le culot globulaire final a un hématocrite de 0,55 à 0,65 litres par litre, ce qui est beaucoup plus semblable d'un hématocrite normal chez un adulte. Alors, un autre avantage, autre que la durée de vie des globules rouges qui augmente d'utiliser le CP2D et la S3, c'est qu'on va chercher un hématocrite semblable à l'hématocrite normal, ce qui fait qu'on peut transfuser directement le culot globulaire. Lorsqu'on utilise un culot globulaire prélevé sur CPDA1, c'est important d'inclure une solution de suspension saline pour rétablir l'hématocrite à quelque chose de plus normal pour éviter des chocs chez le patient lorsqu'on transfuse les globules rouges.
Les ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur des anticoagulants restent les mêmes et c'est les quantités qui vont changer selon l'anticoagulant, ces différentes recettes qui existent. Et c'est important de connaître un petit peu le rôle de chacun de ces ingrédients-là. Alors, le NaCl va être important pour maintenir la pression osmotique. Le dextrose va être utilisé pour le dextrose va être utilisé pour la fabrication d'ATP par les globules rouges. Même chose pour l'adénine. Le citrate de sodium va être utilisé comme agent anticoagulant en chélatant les ions de calcium. L'acide citrique est utilisé pour ajuster le pH final de la solution. Et finalement, le phosphate va être utilisé comme tampon. C'est très important qu'il y ait un tampon à l'intérieur des solutions de conservation parce que les variations de pH vont affecter la concentration en 2,3-DPG des globules rouges. Le 2,3-DPG est la molécule responsable de libérer l'oxygène au niveau des tissus. Alors, si on affecte la concentration en 2,3-DPG, on affecte la survie des globules rouges au moment de la transfusion. Et lorsqu'on effectue une transfusion de culot globulaire, on cherche à ce qu'il y ait une survie de 70% des globules rouges chez le receveur de sang et on cherche à ce qu'il y ait une augmentation du taux d'hémoglobine de 10 à 15 grammes par litre 24 heures après la transfusion. C'est ce qu'on se donne comme balise pour vérifier si la transfusion a bien fonctionné ou pas et pour évaluer si la survie des globules rouges a été bonne après la transfusion ou non. Alors, les autres solutions anticoagulantes que nous avons vues, autres que le CP2D qui est utilisé principalement pour les culots globulaires et le CPD qui est utilisé dans le reste du Canada, l'ACDA est utilisé par Héma-Québec pour les thrombocytaphérèses, étant donné, je rappelle qu'on ne peut pas utiliser l'AS3 avec les plaquettes, c'est toxique. Alors, lorsqu'on fait un don par aphérèse, Héma-Québec va employer l'ACDA. Et le citrate de sodium va être utilisé pour les plasmaphérèses et les leucocytaphérèses. Le fameux CPDA1, je le répète, on va le rencontrer uniquement au niveau des dons autologues et des culots globulaires congelés depuis quelques années parce qu'Héma-Québec n'emploie plus cet anticoagulant-là pour les dons de sang standard. Alors, comment on fait pour séparer un don de sang total en différents produits? Je vous en donne un exemple dans le schéma suivant. Vous avez une première poche de sang qui contient l'anticoagulant. C'est pas une poche de sang, en fait, c'est une poche vide qui contient l'anticoagulant, le CP2D. Il y a 63 ml d'anticoagulant dans la poche initiale. Et généralement, à cette poche-là, il y a des sacs satellites qui sont rattachés avec une tubulure qui est toute fermée et stérile au départ. Donc, il n'y a jamais ouverture du système. Tout se fait en circuit fermé pour assurer qu'il n'y a pas de contamination du produit. Alors, le don de sang se fait, le prélèvement se fait au niveau de la première poche ici qui contient le CP2D. Rendu au laboratoire, on va effectuer une centrifugation pour sédimenter les globules rouges dans le fond de la première poche et on va envoyer le surnageant qui va être le plasma contenant les plaquettes, le plasma riche en plaquettes, à l'aide d'un appareil comme vous voyez en haut dans la photo ici. C'est tout simplement un pressoir. On applique une pression sur la poignée ici et ça crée une pression sur la poche et ça envoie le surnageant dans la tubulure. Alors, dans le cas d'un plasma riche en plaquettes, on va fermer l'accès à la deuxième poche ici qui contient 100 ml d'une solution nutritive d'AS3. On va simplement utiliser un dispositif de plastique qui vient pincer la tubulure de façon à ce que le plasma riche en plaquettes s'emmène à la troisième poche qui est vide. La prochaine étape va être de fermer l'accès à la troisième poche qui contient maintenant le plasma riche en plaquettes et d'envoyer la solution nutritive d'AS3 au niveau du culot globulaire qui est contenu dans la première poche de sang. Alors, nous avons, à partir de ce moment-là, un culot globulaire prélevé sur CP2D additionné d'AS3, prêt pour la transfusion. La dernière étape va être de faire une deuxième centrifugation à plus grande vitesse, cette fois,
pour sédimenter les plaquettes dans le fond de la troisième poche. Et on va ensuite, utiliser encore l'appareil à pression, envoyer le surnageant, qui est le plasma, cette fois-ci absent de plaquettes, dans la deuxième poche qui contenait au départ l'AS3. Alors, à ce moment-là, nous avons un culot globulaire, du plasma prélevé sur CP2D et un concentré plaquettaire aussi prélevé sur CP2D. Et les plaquettes ne sont jamais venues en contact avec l'AS3. Et on vient sectionner la tubulure entre chaque poche pour avoir nos 3 produits séparés. L'étiquetage des produits sanguins labiles se fait depuis 2007 de façon standardisée au niveau mondial. C'est l'ISBT, pour International Society of Blood Transfusion, qui a élaboré le modèle de l'étiquette. Vous trouvez sur cette étiquette-là, premièrement, le groupe sanguin ABO, les groupes sanguins ABO-RH du donneur de sang. Ensuite, vous avez le numéro de don du donneur de sang. Et ce numéro de don-là va être un numéro unique au niveau mondial pour une période de 100 ans. C'est le gros avantage d'avoir élaboré une étiquette au niveau du système international. Ça permet une traçabilité internationale de chaque don de sang et ça permet aussi un meilleur échange et partage d'informations entre les pays. Vous avez la date et l'heure d'expiration sur le produit, qui est une valeur très, très importante au niveau thérapeutique. Les analyses spécialisées qui ont été effectuées sur la poche de sang, par exemple la recherche de CMV, du phénotypage supplémentaire, etc. Et vous avez aussi le code du produit. Dans ce cas-ci, c'est un culot globulaire sur CP2D AS3. Chaque produit possède un code bien particulier qui peut être lu par lecteur de code à barre. Et ça, c'est très utile pour gérer les inventaires de produits sanguins au niveau des labos de banque de sang dans les hôpitaux. Alors, ça se termine ici pour la deuxième capsule. Je vous invite à visionner la troisième capsule pour avoir plus de détails sur chacun des différents types de produits sanguins.